Bonjour à tous. Pardon, je vous surprends quelque peu par l'entreprès du micro. Bien, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette pièce, cet auditorium, et nous allons vous parler des classes préparatoires économiques et commerciales. Alors, je pense entrer. Bon, je pense que vous connaissez à peu près le cadre. Je le redessine rapidement avant de présenter nos intervenants, de vous donner aussi les différents axes de ces interventions. Donc, première chose, vous êtes là pour une formation. Oui, j'entendais parler, en fait, c'est de l'autre côté. Excusez-moi, il y a des effets sonores qui sont un peu gênants. Donc, vous savez, donc, vous êtes dans une formation longue. C'est vous préparer à passer 5 ans après le baccalauréat, 5 ans de votre vie pour vous préparer à devenir des managers d'autres métiers, puisque le spectre après les écoles de management et de commerce est un spectre très large. 2 ans en classe préparatoire, et après ces 2 années, un concours pour intégrer l'une des 30 écoles, 30 écoles de commerce ou de management. Alors, nous allons nous plus spécifiquement, excusez-moi, vous parler des classes préparatoires, mais si vous avez des questions sur les grandes écoles de management, elles seront les bienvenues. Nous aurons les compétences pour répondre à ces questions. Avant de vous donner le cadre, pas le cadre, mais le fil directeur de nos interventions, je vous présente nos intervenants. Madame Michel Michat, qui est professeure d'anglais au lycée Notre-Dame du Grand Champ, Madame Annie Reckman, qui est responsable des classes préparatoires, comment on va dire, au lycée, à l'institut, à IPECOM. Madame Legros, qui est responsable, Elisabeth Legros, qui est responsable des classes préparatoires au lycée Théillard de Chardin, et puis votre serviteur Thierry Lagarandry, pas responsable, pardon Elisabeth, professeur de culture générale au lycée Théillard de Chardin à Saint-Maur. Donc vous voyez, on est ici en force. Bien, quels sont les 3 axes qui vont nous intéresser? Premier axe, pourquoi faire une classe préparatoire? Pourquoi en termes de développement personnel, et pourquoi faire aussi, quels sont les débouchés? Deuxième axe, la vie en classe préparatoire. Qu'est-ce que vous allez connaître? Est-ce que vous allez connaître l'enfer? Est-ce que ça va être épouvantable, terrible? Troisième axe, comment s'inscrire ou comment choisir les classes préparatoires? Ça aussi, c'est pas toujours facile. Je propose donc que nous intervenions pendant 35 minutes, et puis après, nous laisserons la salle s'exprimer et toutes vos questions seront les bienvenues. Bien. Alors commençons. Pourquoi une classe préparatoire? Alors, est-ce que, Michel, vous voulez intervenir sur ce thème, sur ce terrain? Qu'est-ce que ça apporte finalement à un étudiant de choisir une classe préparatoire? C'est vraiment une école de la vie, hein, qui correspond d'ailleurs à un passage, je pense, vers l'âge adulte. Vous allez sortir de l'enseignement secondaire avec un baccalauréat. Probablement la plupart d'entre vous vivez encore avec vos parents. Et puis après, bon, suivant la prépa dans laquelle vous allez faire vos études pendant 2 ans, il faudra quitter le domicile familial, ce qui est déjà un premier grand changement. Et moi, ce que je trouve formidable, hein, dans ce type de formation, à condition aussi qu'on le veuille vraiment, parce que ce n'est pas une obligation, surtout maintenant. Vous avez la chance, hein, de pouvoir accéder à des écoles de commerce par d'autres biais. Et c'est très très bien cette flexibilité, ces passerelles. Hein. Bon, si vous choisissez la prépa, c'est quand même 2 ans extrêmement 2 ans exigeantes, 2 ans au cours desquels, même si tout s'est bien passé jusqu'au bac, ce qui est en général le cas, hein, pour les jeunes
intéressants qui gagnent au bout de 2 ans. Quelquefois, bon, comme le dit M. Giberti, qui n'a malheureusement pas pu venir, quelquefois c'est les diesels, c'est les percherons qui arrivent à avoir de très bons résultats. Et ça, je trouve que c'est assez beau quand on est, voilà, quand on est en prépa. Et puis être confronté à ses limites, à ses échecs, ça permet de grandir. Hein, donc en soi, ça vous prépare à la vie, à la vie adulte. Ça vous prépare aussi à l'entretien. Pas oublier qu'une fois qu'on a passé les écrits, qui sont, on va dire, assez académiques, assez intellectuels, après, il faut faire face aux épreuves orales. Et là, c'est essentiellement des langues et un entretien de personnalité. Et ça permet de corriger, enfin d'avoir un profil complet, hein, jeune. Il a été évalué sur le plan académique à l'issue de l'écrit, et à l'oral, on voit des personnes. Donc moi je trouve que des élèves qui savent lutter, qui sont volontaires, qui ont un bon contact, qui ont des qualités relationnelles, humaines, et les 2 années en prépa sont là aussi, hein, pour étoffer votre personnalité, pour vous faire grandir. Voilà, cette épreuve de l'entretien, elle est très, très bien. Elle est très bien parce qu'elle permet des fois à des élèves qui peuvent ne pas être capables de faire une grande disserte de philo ou qui ne sont pas des forantaines en anglais, d'émerger comme des personnalités intéressantes que les écoles de commerce recherchent. Donc voilà, c'est 2 années difficiles, 2 années pour grandir, 2 années pour mieux se connaître. Parce que pour réussir un bon entretien de personnalité, il vaut mieux savoir un peu qui l'on est. Enfin, à mon avis, c'est difficile de savoir, même à l'âge que j'ai, mais enfin, bon, de mieux vous connaître que vous ne vous connaissez à l'âge de 18 ans. Donc, c'est pas du tout l'enfer pour moi. Hein, c'est mieux, c'est très formateur. Merci Michel. J'ai omis tout à l'heure de donner cette précision qui me semble importante. On va reprendre les éléments du débat et Annie va réagir sur un point. Nous, pour faire une classe préparatoire, vous pouvez être titulaire d'un bac scientifique, d'un bac ES ou L option mathématiques ou d'un bac technologique. Et là, il y a 3 voies spécifiques. Une voie pour les scientifiques, une voie pour ceux qui ont un bac ES et une voie pour les titulaires d'un baccalauréat technologique. Sachant que chaque voie a ses épreuves spécifiques, mais qu'il y a aussi des épreuves communes. Donc ça, c'est pour vous donner le cadre. Alors, je reviens sur ce qu'a dit Michel en disant, vous savez, c'est une chance, et c'est une chance extraordinaire de pouvoir faire une classe préparatoire. Vous êtes tous jeunes, et vous êtes prêts à accepter un certain nombre peut-être de sacrifices, mais alors, mais qu'est-ce que vous allez grandir? La prépa, c'est un accélérateur de maturité. Vous m'entendez? Un accélérateur de maturité. Vous allez apprendre des méthodes de réflexion, des méthodes d'argumentation, des méthodes de travail. Il faut en profiter. Vraiment, il faut en profiter. C'est une chance à saisir, la classe préparatoire. C'est vraiment une chance à saisir. Et vous allez en sortir, mais transformé. Et je le dis, si vous voulez, sans vouloir faire de l'ombre aux autres formations qui ont aussi leurs atouts, leurs avantages, etc. Mais il y a quand même un décalage entre un étudiant qui sort de 2 ans de classe préparatoire et puis un étudiant qui sort de 2 autres années d'autres types de formations. C'est pas exactement la même chose. Hein. Donc profitez-en. Si vous voulez faire une classe préparatoire, allez-y, engagez-vous. Je vous assure que c'est vraiment extraordinaire comme expérience pour vous, comme expérience personnelle. Vous allez vous enrichir et vous garderez ça d'ailleurs avec vous, ces 2 années d'enrichissement, vous les garderez avec vous toute votre vie. Donc j'insiste beaucoup, vraiment beaucoup sur cet aspect, et mettez-vous beaucoup plus dans cette prospective-là qu'avec l'idée « oh là là, mais qu'est-ce que je vais souffrir, ça va être terrible, et puis les professeurs sont épouvantables, ils massacrent tout. » Non, non, c'est pas ça qui est important. J'ajouterai un point, c'est que, voyez-vous, Michel a parlé des notes, en effet, mais
les notes en tant que telles, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Les notes importantes, ce sont les notes au concours. La note, c'est un indice de performance. Ça permet de savoir, ça permet à l'étudiant de savoir où il se situe par rapport aux exigences demandées. Ça ne sanctionne pas. Ça ne sanctionne pas une intelligence ou des incapacités ou une intelligence. Et ça ne sanctionne pas du tout. Voilà où vous vous situez pour l'instant. Vous avez peut-être encore ce chemin à faire. Donc il faut penser la prépa dans cette perspective-là. Voilà. Alors, Annie, tu voulais réagir sur un point, et peut-être qu'à partir de ta réaction, d'ailleurs, tu pourrais nous dire, mais parce qu'on a pu voir pourquoi faire une classe préparatoire en termes de développement personnel, mais tu pourrais évoquer vers quel type d'études finalement, et qu'est-ce qui se passe aussi un peu dans les écoles de management, même si ce n'est pas tout à fait notre propos. Oui, je voulais réagir déjà sur le premier point par un exemple. J'ai eu des élèves qui ont fait des prépas, qui sont allés dans de grandes écoles de commerce, et qui me disaient, on voit très bien les gens qui sortent de prépa et les gens qui ont fait des admissions parallèles et qui sont passés par des facs et qui ont réussi un concours pour rentrer quand même en école de commerce. Et bien, il me disait, nous, les examens, on travaille 15 jours avant, et en 15 jours, on sait exactement ce qu'il faut faire, comment il faut faire, alors que ceux qui viennent d'autres horizons, et ben, pendant des mois et des mois, ils travaillent pour ces examens-là. Donc ce qui veut dire que en fait, la prépa, ça vous apprend à être efficace, à vous organiser dans votre travail, à gérer une organisation. Et moi, je pense que la prépa, c'est pas simplement une école de commerce, c'est qu'est-ce que vous faites 10 ans après une école de commerce. C'est-à-dire que pour réussir dans la vie, on peut évidemment avoir un niveau X et réussir avec des écoles post-bac, mais pour évoluer, on a besoin d'une culture générale, on a besoin d'un savoir, on a besoin de savoir s'adapter, de savoir s'organiser, d'être efficace, et tout ça, on l'apprend en prépa. Parce que la prépa, il y a 6 matières. Il y a 6 matières que vous devez travailler de front. On le voit tout à l'heure. Et donc, vous êtes obligé de savoir vous organiser. Et moi, je dirais que la prépa, pourquoi faire une prépa? On fait une prépa aussi parce que souvent, on acquiert d'abord une force de caractère, c'est vrai, mais une force d'organisation, mais aussi, c'est pour moi une voie royale parce que souvent, les plus belles amitiés se font en prépa. Parce qu'on est solidaire, parce que c'est vrai, il y a peut-être certaines prépas qui sont difficiles, où on écrase les élèves, mais plus ça va, plus on sait qu'il y a des prépas où on renforce la solidarité entre les élèves. Et donc, c'est un apprentissage aussi d'un travail en commun, d'une certaine manière, même si les résultats sont individuels. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en prépa et pourquoi une prépa? Parce que votre choix de métier se fait pas après le bac, mais va se faire au bout de 3 ans, 4 ans après le bac. C'est-à-dire que vous avez 2 ans de travail pour acquérir un savoir, et puis après, quand vous rentrez dans une école de commerce, école de management, vous allez devoir faire plein de matières, comme le marketing, la finance, la gestion, le droit, la fiscalité, etc. Et ces matières-là vont vous donner la comptabilité, vont vous donner des envies, vont vous dire, tiens, je serai bon là, ou ça me plaît, etc. Et puis après, les stages que vous allez faire en entreprise vont vous guider dans telle ou telle voie de travail. Et enfin, dernier point, l'international. Une école de commerce, c'est un pont vers l'international. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'accords entre les écoles de commerce et les universités étrangères. Vous avez des doubles diplômes. Et là, vous pouvez faire énormément de cursus parallèles et travailler aussi plus tard à l'international, même aussi en faisant des stages. Donc vous avez beaucoup d'atouts après une école de commerce. Et c'est ça l'intérêt. C'est une pluralité et c'est un choix qui se fait tranquillement.
après une maturation, après des connaissances, et vous pouvez mieux choisir votre avenir professionnel grâce à ces 2 ans de prépa. Alors, moi, j'adhère complètement à tout ce qui a été dit et je voudrais même le renforcer. J'adhère à ce qu'a dit Annie sur quand on a fait une prépa, on est formaté, on a appris des choses qui sont utiles toute la vie et qui se voient. Au-delà de l'école de commerce, moi j'ai un parcours, j'ai travaillé à une époque de ma vie en entreprise et on voit tout de suite la différence entre quelqu'un qui est arrivé par une école de commerce post-prépa ou quelqu'un qui est arrivé par une école de commerce post-bac. Ils sont ni plus mauvais ni meilleurs l'un que l'autre, mais il y a une capacité à appréhender le travail, à être synthétique, à s'adapter, qu'on ressent et qui se voit. Ils peuvent réussir tous les deux, mais c'est quand même un atout dans le monde du travail. La deuxième chose que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a énormément de filières et de passerelles, et c'est très bien. La prépa, ça reste quand même la voie royale. Si on veut rentrer dans une grande école de commerce, ça reste la voie royale. Même s'il y a d'autres passerelles, c'est quand même dans les grandes écoles, dans les plus prestigieuses. Je ne dirais pas dans les meilleures, parce que c'est un jugement de valeur que j'ai du mal à porter, mais dans les plus prestigieuses, celles qui sont connues, appréciées et recherchées par les grandes entreprises, dans celles-là, il y a plus de facilité à rentrer, il y a plus de place quand on a fait une prépa que quand on a fait une voie autre. Donc ça reste une voie royale. Et puis je rebondis aussi sur la dimension de développement parce que c'est fascinant de voir ce que deviennent nos étudiants au bout d'1 an, au bout de 2 ans. C'est vraiment assez tôt dans la vie une occasion fantastique de voir de quoi on est capable, ce qu'on peut fournir, les moyens qu'on peut se donner et jusqu'où on peut aller. Et il y a des étudiants qui arrivent avec une confiance modérée parce que les résultats académiques ne sont pas toujours glorieux, extraordinaires, mais il y a une envie, il y a une détermination et il y a peut-être aussi une maturité qui fait qu'à un moment donné, on a envie de se donner les moyens de réussir, de faire une grande école et il se passe des choses extraordinaires. Voilà. Merci Elisabeth. Et puis, n'oubliez pas que les pratiquement 30 écoles post-prépa sont toutes masterisées, sont toutes labellisées par le ministère de l'Éducation nationale, ont un certain nombre de, comment appelle-t-on ça au niveau européen, d'accréditation, que ça vous permet d'ailleurs d'aller ensuite de poursuivre vos formations à l'étranger, dans des universités ou dans d'autres écoles à l'étranger. Donc il y a, si vous voulez, un certain nombre de certifications qui donnent de la valeur au diplôme. J'ajouterais que comme toutes ces écoles fonctionnent en réseau, c'est quand même beaucoup plus facile pour trouver du travail, sachant que les entreprises viennent faire leur marché, si vous me permettez l'expression, sont à la recherche justement de ces futurs diplômés des grandes écoles. Alors, continuons notre... Oui. Justement, excusez-moi, mais comme tu parlais des écoles, c'est vrai qu'intégrer HEC, l'ISEC, Sud Paris, donc ça fait rêver beaucoup de jeunes qui entrent en prépa. Mais j'insiste bien là-dessus, il y a énormément, il y a beaucoup d'écoles qui hiérarchiquement sont en dessous de ces écoles-là, mais qui ont des masters, qui ont des accords avec des universités étrangères, et il ne faudrait pas, parce que nous on le vit dans la prépa où je travaille, que des jeunes tout d'un coup se remettent en question profondément, presque au point d'en être vraiment très malheureux, parce que tout d'un coup, ils disent ah ben oui, mais je ne serai peut-être pas dans les droites parisiennes. Et nous, vraiment, le discours qu'on leur tient, c'est qu'une écricom, c'est très bien. Voilà. Et il ne faudrait pas que le jeune fasse une dépression parce qu'il y a une pression très forte, que ce soit des parents. Nous, les enseignants, ça ne risque pas dans l'établissement où je suis pour avoir une parisienne. Voilà. Merci Michel. Alors, on peut poursuivre la réflexion et passer à notre deuxième axe,
autour de la vie en classe préparatoire. Ça sera quoi? Une semaine? Est-ce que tu peux dresser un portrait d'une semaine en classe prépa? Alors, juste un petit mot pour rebondir, terminer. Je voulais juste te dire aussi que la prépa, c'est pas si sélectif que ça. Et il faut bien vous le dire. C'est-à-dire que, au fond, il y a à peu près 8500 candidats qui font des prépas. Et il y a pratiquement autant de places réservées dans les écoles de commerce pour les élèves qui font des prépas. C'est-à-dire qu'en ayant 30 écoles d'écoles de commerce, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, c'est beaucoup moins sélectif que la faculté, où il y a à peu près 30% de réussite, donc 70% d'échecs en première année d'université. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il ne faut pas croire les bruits et le mythe de la prépa qui dit « Ah non, c'est trop sélectif ». C'est trop sélectif peut-être pour des écoles comme HEC, mais c'est moins sélectif déjà pour des écoles comme Reims ou Rouen, qui sont de très bonnes écoles, et c'est encore moins sélectif pour des écoles comme Schema ou Toulouse ou Saint-Étienne, et encore moins sélectif pour des écoles comme par exemple Dijon, qui ont des masters et des choses très intéressantes, un peu spécialisées ailleurs. Donc il faut pas croire certains bruits sur la prépa que c'est trop difficile, trop sélectif. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Silencieux. Donc, alors la vie en prépa, qu'est-ce que c'est? La vie en prépa, c'est d'abord beaucoup d'heures de cours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, beaucoup d'heures de cours? Ça veut dire que vous êtes très encadré, vous êtes très suivi. Ça veut dire que vous faites plusieurs matières. Et c'est ça aussi qui est passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites des langues, LV1, LV2, vous faites de l'économie ou de l'histoire, vous êtes en droit scientifique ou en droit éco, vous faites de la culture générale, qui est une sorte de philologie, et philosophie et lettres. Monsieur Teilhard de Chardin fait de la culture générale, on pourra vous en parler. Monsieur Teilhard de la quarantaine. Et vous faites des langues, LV1, LV2, et du français aussi. Donc, et essentiellement des maths. Donc, enfin essentiellement, il y a quand même beaucoup d'heures de maths. Alors en filière techno, il y a d'autres bac de type STG, voilà, l'approfondissement du management, du droit, de l'économie aussi, mais plus économie d'entreprise. Voilà. Et donc en filière techno aussi, pour retrouver cette diversité des matières. Voilà, et ça, c'est formidable. Alors, oui, donc les matières sont, il y a à peu près le même nombre d'heures. Il y a par exemple en culture générale français, il y a à peu près 6 heures. En LV1, il y a 4 heures. En LV2, il y a 3 heures. En histoire ou en économie, il y a 6 heures. Et le reste, c'est des maths. Il y a un de 9 heures de maths par semaine. Et le principe, c'est de travailler ces matières de façon équilibrée. Pratiquement toutes les matières sont importantes parce que les coefficients sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que les maths correspondent aux matières littéraires, c'est-à-dire culture générale et contraction de texte. Correspondent aussi à peu près au niveau des coefficients au bloc histoire, au bloc LV1, LV2. Donc grosso modo, on a 4 blocs et on doit avancer de front sur ces 4 blocs. C'est pour ça que ça vous permet, enfin, cette école de prépa vous apprend à gérer et à vous organiser. Parce que comme vous devez travailler à fond toutes ces matières-là, vous devez
devez apprendre à bien gérer votre temps. L'autre point, c'est que ces matières-là, généralement, dans beaucoup de prépa, vous avez des devoirs sur table une fois par semaine, pour justement vous guider. Vous avez ce qu'on appelle des cols, c'est-à-dire des oraux, dans toutes les matières pour vous apprendre à justement parler en public, apprendre à utiliser votre langue, à utiliser vos connaissances. Et la prépa, c'est à peu près 35 heures de cours. Et on dit que c'est à peu près 30 heures de travail personnel à la maison. Mais une chose de certaine, c'est que l'ambiance de la prépa et l'ambiance d'une terminale n'est pas la même. Et comme tous les élèves travaillent en prépa, et que les professeurs vous demandent étape par étape de travailler, vous donnent des exercices, vous n'êtes pas complètement, vous dites 30 heures de travail à la maison, mais c'est fou, c'est bien, il y a trop de travail. Mais non, pas du tout, parce que vous ne vous rendez pas compte. Au début, ça vous fait un choc, mais on vous apprend d'abord, en tout cas chez moi, on vous apprend à gérer un planning de travail, et puis on vous apprend à mettre des heures de travail jour après jour, mais vous avez le temps d'aller au cinéma, vous avez le temps de faire du sport, vous avez le temps de vous épanouir aussi. Mais justement, le principe même, c'est que comme les professeurs vous suivent énormément, on apprend à travailler. Comme il y a une ambiance de travail, tout le monde travaille. Et ce n'est pas infamant ou très dur de travailler autant d'heures. On oublie parce qu'on est dans un climat où tous les élèves font la même chose. Merci. Tu voulais ajouter un mot? Parce que Elisabeth, oui, ajoute un mot. Est-ce que tu peux évoquer, oui, un seul mot, est-ce que tu peux évoquer aussi la préparation aux entretiens éventuellement? Alors, la prépa au quotidien. La prépa au quotidien, c'est très exigeant et on travaille beaucoup. Et au-delà de travailler beaucoup, comme l'ont dit mes camarades, il faut dire les choses comme elles sont, au-delà de travailler beaucoup, c'est régulièrement, c'est ça le plus difficile. C'est ça qui coûte le plus en général aux étudiants quand ils arrivent, c'est de travailler chaque jour un certain nombre d'heures, de ne pas attendre une semaine ou 15 jours ou la veille du DST pour reprendre le cours de maths ou les exercices. Donc c'est du travail au fil de l'eau, ça demande un peu d'adaptation. Alors ce que je constate, c'est que nos étudiants, ils restent les 2 ans et ils sont pas malheureux et ils survivent bien. Donc comme la plupart d'entre eux sont pas maso, je me dis qu'il y a des choses qui font que tout ce travail et toute cette exigence leur apporte quand même quelque chose à côté. Alors ce qu'il y a à côté de ça, c'est déjà la perspective, on en parlait tout à l'heure et je ne vais pas revenir énormément dessus, mais c'est un horizon d'opportunités fantastiques quand on est dans une école du commerce et quand on sort d'une école de commerce, parce que c'est plein de métiers, plein d'entreprises différentes, de l'international, quand on est dans les écoles, mais moi j'aimerais faire une école de commerce aujourd'hui, parce que c'est... Enfin, on ne sait plus où donner de la tête, il y a plein de choses fantastiques à faire. Et donc il y a cette perspective-là. Il y a aussi en général des profs qui sont de très bonne qualité. Vous avez des équipes pédagogiques qui sont vraiment, qui vous font apprendre plein de choses fantastiques et qui, en général, quand elles sont dans ce contexte-là, c'est qu'elles ont envie de faire réussir les étudiants et il y a du challenge aussi pour eux. Donc ils s'intéressent de près aux étudiants et ils vous aident à progresser. Donc il y a ce cadre. Les à côté, c'est aussi la convivialité, parce que quoi qu'on en dise, dans la plupart des prépas, il y a des amitiés très fortes qui se font, puis on apprend à travailler ensemble. Et puis c'est vrai qu'on reste tard pour bosser ensemble parfois, mais on est ensemble et puis on échange et puis on grandit des qualités des autres et on fait grandir les autres avec ces qualités. Donc tout ça fait qu'en définitive, c'est vrai, c'est exigeant, il y a du boulot, mais il y a quand même pas mal de bénéfices qui valent la peine. Voilà. Et puis un mot sur les préparations aux entretiens. Donc comme Madame le mentionnait tout à l'heure, dans un concours pour les écoles de commerce, il y a une partie écrite qui est très, très académique,
Et à la suite de cette partie écrite, si vous êtes admissible aux écoles, ou à un certain nombre d'écoles, vous avez une batterie d'épreuves orales à passer. Et parmi elles, il y a, dans la plupart des écoles, 99,9% des écoles, même à HEC, mais le format est un petit peu différent, un entretien de personnalité et de motivation. Et selon les écoles, cet entretien peut peser entre 18 et 33% de la note finale qui va vous permettre d'être admis dans l'école, qui va vous donner votre rang d'admission. Donc c'est une épreuve très importante. Et au-delà de cet intérêt-là, donc dans la plupart des prépas, vous avez des préparations, des simulations aux entretiens. Au-delà de cette épreuve d'école, il est très intéressant de s'y préparer et d'avoir une préparation tout au long, et c'est l'accompagnement que vous avez dans les classes préparatoires, parce que ça vous amène aussi à réfléchir sur vous-même, sur vos motivations, sur vos projets. Et donc, pendant que vous accumulez des connaissances et des méthodes, vous avancez aussi sur ce qui vous intéresse, ce qui vous motive, ce qui est important pour vous. Et ces entretiens, ils sont essentiels et importants en école de commerce parce que les jurys en face desquels vous allez vous trouver sont là pour choisir un étudiant pour l'école, certes, mais choisir un étudiant dont ils ont la conviction qu'il va réussir dans l'entreprise. Il va faire avancer les équipes avec lesquelles il va travailler et il a envie d'être vecteur d'action, de croissance, et voilà. Et ça, tout ça, ça passe au travers ça se mesure au travers des entretiens de personnalité. Merci Elisabeth. Je reviens sur la question de la régularité dans le travail. Ça change beaucoup avec la classe de terminale, parce que vous pouvez, c'est un peu caricatural peut-être, mais vous pouvez 3 jours avant travailler comme les malades, si vous me permettez l'expression, le DSP de maths, et puis arriver à vous en sortir, avoir une note correcte. Tandis qu'au niveau de la classe préparatoire, vous ne pouvez pas travailler 3 jours avant le DSP, et puis dire je ne comprends pas, j'ai toujours une mauvaise note, pourtant je me suis investi comme un... Non, c'est un travail de longue haleine. C'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois parfois. Je vous dirais par rapport à ça qu'il y a finalement trois grandes qualités qui vont vous être demandées ou que vous allez acquérir au cours de ces années de classe préparatoire. Du mental, avoir confiance en soi, ne pas renoncer dans les difficultés, de l'humilité, beaucoup d'humilité, d'accepter de ne pas savoir. Vous allez arriver en classe préparatoire avec un certain nombre d'acquis méthodologiques, les professeurs, là il faut faire de telle façon, là. Professeurs, parce que ce sont des épreuves de nature différente, donc les professeurs vont dire il faut changer quelque peu vos méthodes. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité à ce niveau-là et accepter de pouvoir changer. Et troisième élément important en qualité, c'est la patience. Parce que tout ne vient pas immédiatement. Et c'est souvent au bout de 3, 4, 5 mois que le travail porte ses fruits. Des déclics s'opèrent, le puzzle petit à petit est en train de se mettre en place, et là, tout d'un coup, les choses s'éclairent. Donc il faut avoir ces qualités-là. Et alors je vous dirais que par rapport à cela, tous les enseignants et les responsables de classe préparatoire, à partir du moment où l'étudiant est prêt à nous suivre, tous ces acteurs, professeurs et responsables, vont vous aider, vont vous accompagner justement pour acquérir, pour faire preuve de plus d'humilité, pour faire preuve de patience, pour gagner de la confiance en vous. Nous allons vous aider et nous sommes là pour vous aider et vous accompagner. Alors, je crois qu'on peut passer à un dernier point et après on laissera la parole aux spectateurs. Je crois qu'il serait bien qu'on parle des inscriptions, classe préparatoire, comment on s'inscrit. Est-ce que tu as des choses à dire? Est-ce qu'on laisse la parole à Elisabeth d'abord et à Nian ensuite? Elisabeth, tu aurais des choses à dire sur le fonctionnement des inscriptions? Assez généraux, parce que je pense que le règle du jeu, c'est pas qu'on parle de nos établissements. Mais ce qui est commun, c'est que la procédure, c'est une procédure admission post-bac. Donc c'est vraiment sur APB qu'il va falloir vous inscrire. Vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour savoir qu'est-ce que vous devez fournir comme élément pour votre dossier.
Vous allez aussi avoir des choix importants à faire en termes de vœux. Et ça, c'est pas négligeable parce que qu'est-ce qui se passe? Les établissements reçoivent des dossiers en nombre. Parmi, ils lisent attentivement ces dossiers, ils les regardent. Ils en mettent certains de côté parce qu'ils pensent que les profils ne sont pas adaptés à une classe prépa et ils en gardent un grand nombre qu'ils doivent classer. Et c'est nous, en tant qu'établissement, on met notre classement sur APB. Et vous, vous mettez votre classement des écoles dans vos vœux. Et plus vite, plus vous serez haut dans votre classement et plus on sera haut dans vos vœux, et plus vite le mariage se fera. Donc il faut que vous sachiez, vous réfléchissiez bien à ce choix-là quand vous mettez vos choix d'école. Annie, toi, je pense que tu as des choses un peu différentes, excuse-moi. Voilà comment ça se passe. Le dossier, les notes, effectivement, elles sont importantes. Les appréciations des professeurs sont très importantes aussi, et souvent, vous n'y pensez pas. Mais c'est vrai qu'on regarde les deux. Parce que, comme on l'a dit à plusieurs occasions, la personne, la personnalité, la capacité à se développer, la capacité à changer, le progrès, l'envie de réussir, etc. Tout ça, c'est des facteurs essentiels. Et donc, c'est quelque chose qu'on regarde aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, plus rien. Oui, je te laisse la parole après. Ce qui est important, en fait, c'est que vous ne vous laissiez pas prendre par des histoires de prestige ou par des histoires de prestige. On rêve d'aller dans cet établissement, etc. Ce qui est important, c'est d'aller à la rencontre de ces différents établissements, d'aller à leurs portes ouvertes et de voir quelle est l'ambiance. Et ce qu'il faut penser, si vous voulez, c'est comment vous allez vous adapter à la classe préparatoire et comment d'ailleurs la classe préparatoire va pouvoir vous accueillir. Elisabeth utilisait le beau mot de mariage, et je pense que c'est vraiment le terme adéquat. Alors, peut-être que vous avez un profil pour aller dans des classes préparatoires plus prestigieuses, mais vous avez peut-être aussi un profil pour aller dans des classes préparatoires moins prestigieuses. Et c'est pas parce que vous irez dans des classes préparatoires prestigieuses que vous irez à HEC, et c'est pas parce que vous n'allez pas dans une classe préparatoire prestigieuse que vous n'irez pas à HEC. Alors, je me permets de donner juste un exemple pour préciser ma pensée qui a trait en effet à Teilhard de Chardin, mais non pas pour mettre en valeur. Il est incontestable que Teilhard de Chardin, ce n'est pas Henri IV, ce n'est pas Louis Grand, etc. Et c'est pas, si vous voulez, ça ne fait pas partie de notre ambition. Je me souviens d'une même année, il y avait une étudiante qui a intégré EM Lyon. Peut-être que pour cette étudiante-là, il lui a manqué un petit peu de challenge. Et que si elle avait été en effet dans une classe préparatoire dite plus prestigieuse, elle aurait pu aller un petit peu plus haut que EM Lyon. Mais la même année, nous avons accueilli une étudiante chinoise qui avait juste un bac, le bac chinois et 5 ans de français, qui est arrivée dans notre classe préparatoire, ses spécificités. Elle a intégré les SEC. Elle serait allée à Louis le Grand ou à Henri IV, elle n'aurait jamais eu les SEC. Elle se serait ramassée. Alors, disons que le mariage, là, ici, a été heureux pour cette jeune étudiante, Jing Fei. Le mariage a été heureux. Donc il faut que vous pensiez en termes d'adéquation. J'ajoute une chose, donc faites très attention à la façon dont vous classez, parce que vous allez mettre, on va mettre Henri IV, les grandes, etc., puis toutes les grandes, suivant les classements qui vous sont proposés dans tous les grands, les magazines, les immenses magazines. Et puis, beaucoup d'étudiants se retrouvent sans rien, etc. Ben oui, les vœux ne sont pas toujours très bien faits. Dernier point, et si tu veux encore intervenir sur cette question-là, je te laisse la parole. Dernier point, sachez que les classements se font à l'aveugle. J'insiste bien là-dessus. Vous ne savez pas comment nous allons vous classer, mais nous ne savons absolument pas. Et si jamais une classe préparatoire vous dit l'inverse, c'est faux. Nous ne savons absolument pas comment vous nous avez classés. Donc on ne vous classe pas en fonction de votre classement. Sachez d'ailleurs que nous sommes obligés, nous sommes tenus de rendre nos classements à APB avant vous. Et vous avez, je crois, jusqu'au mois de mai, nous on doit rendre, en gros, pardon si les dates ne sont pas exactes, le 30 avril nous devons rendre nos classements
Vous avez jusqu'au 5 mai pour rendre vos classements. Donc tout fonctionne à l'aveugle, sachez-le bien. Mettez donc en premier vœu la classe prépa qui vous motive le plus. Un mot? Ah ben, le mot, c'est que je voulais dire vraiment exactement la même chose. La bonne prépa, c'est celle qui vous convient, celle dans laquelle vous allez vous sentir bien, vous épanouir. Une prépa prestigieuse dans laquelle vous allez ramer au fin fond du classement peut vous décourager et ne pas vous amener là où vous auriez pu aller dans une prépa qui, au départ, alors je sais bien maintenant que c'est l'obsession des classements. Moi je pense que c'est quelque chose de très très dommageable, d'arbitraire. Et ne soyez pas non plus, comment dire, aveuglés hein, par ces classements, voilà, ces classements que vous trouvez dans les magazines des étudiants. Ils ont une valeur, certes, mais bon, enfin, moi je relativiserai beaucoup. Annie, un mot sur la procédure pour inscrire dans ta classe préparatoire. Oui, juste un mot parce que moi mon école est une école privée, donc c'est un choix supplémentaire pour les élèves qui veulent intégrer une prépa. Donc ce n'est pas par APB et ça se fait directement avec ma brochure ou sur mon site. Et là, j'examine les dossiers, je rencontre les élèves. Ça, c'est un élément important pour moi parce que je pense que la personnalité se voit aussi à travers un entretien, à travers l'analyse de copie. Et je vois chaque élève qui est chez moi, au préalable, je le vois, et c'est en fonction de 3 critères. Hein, évidemment le dossier, les copies, et puis la personnalité de l'élève. C'est ces 3 éléments. Donc il n'y a pas que les notes qui comptent dans le recrutement. Je voulais juste dire aussi un mot sur les classements. C'est vrai que les classements, il y a à boire et à manger, il faut faire très attention, même si on est dans le monde bien classé autour de cette table. Moi, je trouve qu'il y a une tyrannie des classements et c'est une tyrannie des journaux qui racontent un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que les portes ouvertes sont importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on arrive à mettre des élèves dans les parisiennes, ce qu'on appelle les meilleures prépas, les meilleures écoles de commerce, ça veut dire qu'on a professeur, ça veut dire qu'on sait faire. Après, ça dépend. C'est évident que si on a un recrutement à 18 et qu'entre la première et la deuxième année, on éjecte la moitié des élèves, c'est évident qu'on peut avoir d'excellents résultats. Mais c'est vrai que c'est aussi très dommageable pour des élèves qui rentrent dans de très grandes écoles, dans de très grandes, et qui, au bout de 3 mois ou au bout d'un an, on leur dit, eh ben non, vous ne pouvez plus faire de prépa, vous ne pouvez plus accéder aux écoles de commerce parce que votre niveau est trop faible. Alors que si ils avaient intégré des écoles peut-être moins prestigieuses ou peut-être moins exigeantes en termes simplement de résultats, et ben ces élèves-là auraient réussi à faire une deuxième année et auraient réussi à avoir une bonne école de commerce. Moi, j'ai eu énormément d'élèves qui, entre la première année et la deuxième année, sont venus, enfin, n'étaient pas repris dans des prépas très prestigieuses et qui, en deuxième année, ont quand même réussi à avoir les lettres, à avoir les textes, à avoir le M Lyon. Pourquoi? Parce que plus d'encadrement, des classes plus petites, un suivi plus régulier, des conditions de vie qui ont porté l'élève au maximum de son potentiel. Donc il y a des élèves qui n'ont pas besoin d'être portés, il y a des élèves qui ont besoin d'être portés, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'avoir des conseils de méthodologie. Donc c'est vrai, il faut aller aux portes ouvertes, il faut sentir l'école, il faut connaître des personnes. Vous savez, la meilleure, vous pouvez très bien trouver des élèves sur Facebook, par plein de réseaux sociaux et savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur prépa, comment c'était, etc. Ça peut être un point, mais il faut aller aussi dans le neuf et sentir quelle est l'atmosphère de l'école, l'atmosphère de la direction, les
et choisir en fonction de vous-même et en fonction de votre niveau, et pas simplement en fonction des critères des journalistes ou des critères ou des résultats complètement faussés à cause parce qu'on a deux noms, parce qu'on a trois noms, parce qu'on est jeune, parce que ceci, parce que cela. Tout ça, ce sont des à côté qui sont très dommageables, je trouve, pour les élèves. Merci, on ne citera pas le nom. Bien, je pense maintenant que nous avons fait un tour d'horizon suffisamment complet pour vous donner une idée de ces classes préparatoires. La parole est à la salle. Donc, est-ce que vous avez des questions, des demandes, des remarques? Allez-y. Je voulais savoir s'il y avait une grande différence entre les écoles post-prépa et les écoles avec prépa intégrée. Une différence de niveau. C'est toujours une question délicate que vous posez parce que vous nous demandez de faire une sorte de comparatif entre deux types de formation. Ce ne sont pas les mêmes types de formation, ce n'est pas exactement la même chose. De mon point de vue, je pense, si vous voulez, qu'il va y avoir une étoffe intellectuelle, je dis de mon point de vue, et ça va être critiqué d'autre côté, hein, une étoffe intellectuelle plus grande par la classe préparatoire, parce que vous allez rester dans un enseignement général, de type d'esprit critique, très classique. Donc, je pense que vous allez avoir un plus, mais en même temps, ça dépend aussi de vos aspirations. Hein. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rentrer plus vite dans l'univers professionnel? Est-ce que vous êtes prêt justement à passer par ces étapes d'enseignement de type critique, par les humanités? Bon, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut peut-être répondre à votre question, et je laisse la parole à ma collègue. Moi, je veux bien répondre parce que, en fait, il y a des très bonnes écoles de commerce, il y a de très bonnes écoles de commerce post-bac. Il y a de très bonnes écoles de commerce post-prépa. Simplement, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'histoire et la qualité des gens qui sont sur le marché font que, dans la tête des entreprises et des grandes entreprises, les écoles qui sont connues, qui ont une image et qui sont prestigieuses, sont plutôt des écoles post-prépa. Donc, post-bac, il y en a des très bonnes qui commencent à être connues. Mais si vous faites une école post-bac, il faut vraiment les cibler, parce qu'il y en a très peu qui sont connus par les entreprises d'une taille conséquente dans lesquelles vous pouvez aspirer à faire une carrière. Après, il y a aussi un investissement financier qui n'est pas négligeable, puisqu'une école de commerce post-bac, c'est 5 ans au tarif d'une école de commerce normale, ce qui n'est pas le cas d'une école de commerce post-prépa. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la place qu'elles ont dans la tête et dans le cœur des entreprises qui est différente. Et certaines écoles post-bac commencent à faire leur trou, mais elles restent peu nombreuses. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est comme ces écoles sont de plus en plus tentantes pour les étudiants, et je le comprends très bien, elles sont aussi de plus en plus sélectives au travers de leurs concours. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi. Je voulais savoir, au bout de la deuxième année, à la fin de la deuxième année, pour les concours, est-ce qu'il y a des concours spécifiques, des concours communs? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Vous voulez dire Ah oui, oui, d'accord. Oui, là, j'ai compris, oui. Donc, Michel a compris, pardon. Mais Oui, alors les écoles se sont regroupées, mais en gros, en tous les cas, pour mon établissement, on travaille sur nos étudiants se présentent aux 3 grandes banques d'épreuves, les parisiennes, le concours Écricom, qui autrefois s'appelait IENA, et qui maintenant doit être... voilà, c'est BCE. Voilà, BCE. Donc ça permet aux étudiants, lorsqu'ils sont en deuxième année, qui commencent un petit peu à voir, à être, comment dire,
connaître un petit peu, en fonction de leur profil, les écoles auxquelles ils peuvent aspirer, de choisir des écoles et de ne pas s'inscrire à tout parce que d'abord les frais d'inscription c'est cher et puis pour certains présenter HEC ça n'a pas de sens parce qu'ils savent très bien qu'ils ne l'auront pas, alors donc autant bien se consacrer, bien se préparer à d'autres types d'épreuves. Voilà, donc il y a en langue par exemple, les épreuves ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a une banque d'épreuves avec des langues qui durent 4 heures, des épreuves assez exigeantes, assez difficiles. Sur le concours écrit comme c'est 3 heures, c'est un petit peu plus. C'est pas tellement plus facile d'ailleurs, moi je trouve, mais bon, c'est peut-être noté un petit peu différemment. Hein. Mais vous serez au courant quand vous serez en prépa, vos professeurs vous parleront voilà, les inscriptions au concours se font en juillet, et là, vous choisissez vos banques d'épreuves. Ça vous va? Excusez-moi parce que mademoiselle. Donc vous avez beaucoup parlé des entretiens de personnalité, je voulais savoir ce que c'était exactement. Annie, tu vas répondre. Bonjour, je me présente, je suis Thierry Lagarandry, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire au lycée Bayard de Chardin. On peut commencer comme ça, et on va décliner les qualités en termes de personnalité, ce que vous avez pu faire, vos passions. J'ai une grande passion pour le football, je trouve que c'est merveilleux le football. Pourquoi? Mais alors qu'est-ce que vous avez pu faire dans le football? Alors bon, je vais laisser, je m'amuse, hein, je laisse la parole à Annie. En fait, l'entretien de personnalité, c'est de savoir en fait qui vous êtes. On a déjà testé vos connaissances, votre savoir pur. Là, on va essayer de savoir qui vous êtes au niveau de votre personnalité, vos qualités, vos défauts. Et donc, on vous apprend, hein, la préparation vous apprend à vous dévoiler, ce qui est très difficile parce que pendant 2 ans, vous avez vécu en soumettant, entre guillemets, je dis, à des normes et à des exigences et à faire des épreuves académiques. Mais au bout de ces 2 ans, vous allez devoir parler de vous, de votre vécu, de ce que vous avez fait dans votre vie, des éléments moteurs de votre vie. Vous allez parler aussi de l'actualité, de votre rapport au monde actuel, de vos voyages, de votre manière de comprendre les voyages que vous avez vécus, même les séjours linguistiques, pas simplement ce que vous avez appris, mais comment vous avez traversé ces séjours linguistiques, comment vous avez vécu, qu'est-ce que vous en avez retiré. Donc en fait, on va détecter comment vous raisonnez, comment vous analysez, quelle est votre sensibilité, si vous êtes solidaire ou non avec les autres, si vous avez du charisme, si vous êtes leader, etc. Donc en fait, on va tester différents types de qualités. Et c'est pas simple. Moi, j'ai été, et je suis de temps en temps membre de jury à l'ESSEC. Et je me rappelle d'un entretien à l'ESSEC où le garçon était arrivé avec sa cravate de son club de rugby. Et il y avait un professeur d'anglais, qui parlait anglais d'ailleurs, enfin qui parlait français, mais qui vraiment venait de Grande-Bretagne, et qui l'a mis évidemment à parler de rugby, et il a expliqué qu'il était il était centre, et il a expliqué pendant 3 quarts d'heure, parce que l'entretien était 3 quarts d'heure, il n'a parlé que de rugby. Mais à travers ce discours sur le rugby, et lui, dans son rapport avec les camarades, dans la compétition, dans le poste qu'il occupait, etc., tout ça, on a appris énormément de choses à travers un exemple et une passion. Et donc, ça suffit pour qu'on lui mette entre 19 et 20. Voilà. Et donc, c'est pas simplement juste le savoir, c'est comment parler de soi à travers des éléments. À travers vos expériences, vos projets, vos qualités. Tu voulais ajouter un mot?
ça va dans le sens de ce qui a été dit. Hein. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise personnalité. Pour moi, le pire cas de figure, c'est les jeunes qui ne cernent pas parce qu'ils ne se livrent pas ou parce qu'ils trichent tellement avec eux-mêmes que le portrait, enfin l'image qu'ils vont renvoyer au jury, qui peut être composé d'un élève de l'école, de quelqu'un qui travaille en entreprise, d'un professeur de l'école. Voilà, il faut pouvoir cerner la personne, la trouver vivante, la trouver jeune, avec des envies, avec du dynamisme. Et pour ça, c'est vrai que le sport, c'est extraordinaire. Hein, un jeune et les Américains le savent bien, quand ils réservent des places dans les meilleures universités à des gens qui excellent en sport, qui vont exceller en danse ou en théâtre. Donc voilà, oui, savoir se présenter, valoriser les choses qui vous passionnent vraiment. Et là, on sort complètement du domaine scolaire, type premier de classe, introverti, enfin, qui serait quelque chose qui pourrait presque desservir en entretien. Donc c'est vraiment une occasion formidable de vous livrer, voilà, mais même avec vos défauts. Hein, et je dirais surtout, il faut les connaître, c'est tout. C'est ça. Ce qui est difficile, c'est de se connaître et puis aussi de s'engager. C'est-à-dire que, en fait, les élèves qui essayent de trouver la bonne réponse, en fait, ce ne sont pas des élèves qui réussissent les entretiens. Ceux qui parlent vrai, ça ne veut pas dire être naturel, hein, ça veut dire parler de soi, se connaître, hein, et s'engager dans ce que l'on dans nos idéaux, dans nos objectifs, dans nos valeurs. Hein, on détecte aussi les valeurs des élèves à travers les entretiens. Et ce qui compte, c'est que vous vous engagez par rapport à ce que vous êtes, et non pas à être timide ou réservé ou à essayer de trouver la bonne réponse, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Bien sûr, les classements, les Il ne faut surtout pas faire de ce genre de calcul d'apothicaire en fait. Il faut véritablement mettre en premier vœu la prépa qui motive le plus, qui vous motive le plus. Alors, si c'est vrai. Non, pas du tout. Non, parce que en fait, la machine fonctionne très très bien et puis elle va vous installer là où vous avez été classé. Bon. Alors, ce qui peut se passer, par exemple, admettons, vous mettez en premier vœu Louis le Grand et en deuxième vœu Notre-Dame du Grand Champ. Notre-Dame du Grand Champ vous prend direct et à Louis le Grand, vous êtes classé. C'est-à-dire qu'il faut, comment on appelle ça, c'est pas classé? En attente. En liste d'attente, merci. Donc là, quand vous avez cette réponse, Louis le Grand liste d'attente est pris à Grand Champ. Ce qui veut dire d'ailleurs que le 3e, 4e, 5e vœu disparaissent. Hein. Eh bien, là, vous avez le droit de mettre soit oui définitif Grand Champ, bon, et puis ça élimine Louis le Grand, vous libérez la place pour Louis le Grand, soit vous dites oui, mais oui, je garde ma place bien au chaud à Grand Champ, mais comme il y a un deuxième et un troisième tour, des places vont peut-être se libérer à Louis le Grand. Donc voilà comment les choses s'opèrent. Non, on ne sait pas. Et ce qui est vraiment important, c'est le système, c'est aveugle. Quoi, aveugle? Non, mais lui, il ne fait rien. Le système, c'est un logiciel, si vous voulez, qui fait que, voilà, tel étudiant a fait ce vœu-là. Est-ce qu'on peut le satisfaire? Son premier vœu, malheureusement, non. Mais on peut satisfaire son deuxième vœu. C'est pour ça que vraiment, il faut mettre comme premier vœu la classe qui vous